Ça peut aussi. On quitte un peu le vivant pour s'intéresser aux cailloux et aux cailloux qui gèlent. Donc on a alors merci Florence Florence Magnin, qui est chercheuse à l'Editem sur les questions de permafrost. Merci Florence d'être là parce que c'était pas si évident pour des raisons personnelles, donc merci beaucoup. Maëva Catala qui est donc stade doctorant, merci aussi. Qui aurait pu remplacer s'il avait fallu. C'est super de vous avoir. Et donc Benjamin Ribert, le fameux Binge de tout à l'heure, qui est président de la compagnie des guides des écrins, et qui a aussi fait quelques travaux qu'il vous présentera en partenariat avec Florence sur le permafrost. Donc voilà, merci à tous les trois. Et donc, c'est à vous. Alors, 20 minutes à peu près de présentation. Nous, c'est tenu. C'est pas comme. C'est enregistré. Ça va, on a du mal. Non. Du coup, Cédric nous a présenté, donc merci. Et puis, on vous présente du coup nos différents regards sur les risques qui sont liés à la dégradation du permafrost de parois. Et on va commencer avec Benjamin qui va plutôt nous présenter sa perception du point de vue du monde professionnel et des applications sociétales liées à ces risques. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler donc en particulier de l'exemple de la Meije et de l'écroulement de 2018. Donc la voie normale de la Meije, tracée en jaune, avec la zone d'écroulement du 7 août 2018, très tôt. Ce jour-là, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il n'y avait que 3 cordées sur la voie normale de la Meije, à une époque où normalement on devrait en avoir une vingtaine. Tous les blocs descendent et on a 3 cordées qui sont situées sur cette zone-là et une cordée qui est impactée. Mais vu le volume de roche qu'il aurait passé à côté et la tête qu'ils avaient en rentrant, plus de peur que de mal, je crois qu'il y a eu une clavicule ou une omoplate cassée et beaucoup de bleu. On voit la niche d'arrachement avec 2 angles de vue différents. Et en fait, on n'a pas d'estimation possible du volume de ce qui est tombé parce qu'on a très peu de données en fait de la zone avant l'écroulement. On a des photos d'alpinisme mais qui permettent pas une détermination assez précise. Ah ouais. Donc c'est le moment. Ouais. Alors. Ah. Donc en fait, suite à l'écroulement, nous on se retrouve avec plus ou moins une interdiction préfectorale de plus aller dans cette zone. Grâce au parc national des écrins, on arrive à avoir une autorisation de vol en drone et avec quelques connaissances de géologie et de géomorpho, avec mon drone, j'ai fait en fait de la photogrammétrie dans la zone pour pouvoir aller voir d'un peu plus près qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone-là. Ludo Ravanel voulait aller échantillonner là. Je lui ai dit qu'il y avait sûrement un intérêt scientifique, mais qu'il ne faut pas un casque assez gros. C'est grâce au drone et à la popularisation de ces outils-là, voilà ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, même en étant juste amateur. Ce qui a permis en fait à Ludo et à Raphaël Charvet de nous donner un peu des perspectives sur cette zone, avec notamment cette approche de la couverture nivale qui, en fait, tant qu'elle est présente, retient en gros les cailloux qui restent à tomber, et puis dès qu'elle disparaît, des chutes de pierres un peu en continu. Ouais, tu peux revenir sur la suivante. Donc voilà, la seule donnée qu'on a pour l'estimation, elle est là. C'est une vidéo d'un parapentiste que j'ai essayé de contacter et où on voit ces 2 espèces d'aiguilles qui sont plus sur cette zone-là. Et je pensais en fait pouvoir récupérer la vidéo complète et comme il tourne autour du glacier carré, je m'étais dit que je pouvais peut-être faire de la photogrammétrie, mais il m'a jamais répondu. J'ai pas plus de données que ça. Donc suite à l'écroulement, toutes les fédérations se mobilisent, les sociaux pros, les sites collaboratifs, et donc on arrive via les photos de drone et les impacts blancs à déterminer en fait un espèce de cône dans lequel c'est bien de se déplacer assez rapidement. Là on a la voie normale historique. Et donc là nous première chose on dit il faut réussir à contourner cette zone-là et on équipe une variante l'année d'après.
Pendant le temps d'équipement, on se permet de redescendre par ici en purgeant les blocs qui étaient assez instables. Et on passe aussi presque 2 semaines entre le refuge du promontoire et le glacier carré pour essayer de trouver une alternative qui passerait en fait ou par l'arête ouest ou par la face nord. Enfin, on a parcouru le sommet dans tous les sens et on s'est rendu compte qu'en 1877, ils avaient sûrement trouvé le meilleur passage. Au niveau de l'impact sur les sociopros de la région, l'impact économique, il est difficilement quantifiable. La traversée de la Meije, c'est pour un guide, on dirait en moyenne, ça doit être une traversée par an à peu près. C'est assez mineur. Par contre, on a un impact sociologique et sur l'imaginaire qui est assez énorme. Et l'année 2018 et l'année 2019, en fait, ce qu'on entendait, c'était les écrins sont pas en condition. Donc la Meije était le cas de la Meije était rapporté à tous les écrins. Et en fait, c'est ce qu'on a vu là après l'été 2022 aussi, quand j'ai discuté avec pas mal d'amateurs, et ils m'ont dit ah bah non mais j'ai pas fait de montagne, on nous a tellement dit que c'était dangereux que j'y suis pas allé. Donc la Meije c'est un symbole fort sur le massif et on voit en fait qu'il peut s'exporter un peu de partout. Le futur de la voie normale. Donc, dans le passé, il y a eu déjà beaucoup d'écroulements. La brèche Zygmondy, la Meije orientale. Là, on a suivi le glacier carré. On sait que le doigt de Dieu bouge. Il y a une fissure sous le doigt de Dieu qui s'est ouverte de 2 cm. Ça, on l'a vu parce que les pitons sont sortis. Donc, on sait que ça va rebouger. Mais on sait aussi que toujours aménager, ce sera peut-être pas forcément la solution pour le futur. D'une, pour des questions de moyens, on va pas pouvoir aménager toute la montagne à chaque fois qu'il y a un bout de caillou qui tombe. Et puis, sur l'exemple de la Meije, on s'est rendu compte que la variante équipée avait été grimpée 4 fois. Et donc, je vais me permettre, en tant qu'équipeur de cette variante, d'aller la déséquiper pour pouvoir, en fait, aussi montrer au monde de la montagne qu'on peut revenir sur des décisions et accepter l'erreur. Et donc, là, je vais laisser la parole à Florence et Maëva pour la suite. En fait, là, on voit que les modestes travaux que j'ai pu faire sur la Meije, ça reste une approche assez empirique et assez débutante, je dirais, en termes de science. Et on touche vraiment les limites de qu'est-ce qui est possible de prévoir et qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour nous. Ce qui nous intéresse en tant que professionnels, ce serait une méthode de réduction du risque, comme on a pour les avalanches, mais pour les écroulements rocheux. Eh ben, je vais prendre ensuite la parole pour non pas répondre aux besoins directement de Benjamin et de la communauté guide, mais pour vous expliquer un peu ce qu'on fait déjà pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes qui sont l'augmentation directement en montagne, qui ont été observés dans les écrins, mais pas seulement. Les premières observations, elles ont commencé au début des années 2000, d'abord en Suisse, puis rapidement aussi dans le massif du Mont Blanc, où des guides, mais aussi des géomorphologues ont remarqué qu'il y avait des écroulements assez nombreux pendant les périodes chaudes, et notamment au début pendant la canicule de l'été 2003. Ces observations, ensuite, elles ont été aussi faites dans d'autres hauts massifs alpins de la planète. Donc nous, déjà, pour essayer de comprendre en quoi le permafrost peut jouer un rôle dans ces écoulements, eh bien, la première chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de l'observer, d'essayer de comprendre comment il évolue. Et ce n'est pas si simple, puisque le permafrost, c'est déjà quelque chose d'invisible, parce que par définition, c'est un état thermique. Donc on parle de permafrost pour tous les terrains dont la température reste inférieure ou égale à 0 degré Celsius pendant au moins 2 ans consécutifs. Ça, c'est la définition conventionnelle. Donc, pour observer le permafrost, eh bien, il faut qu'on observe la température des versants. Et pour observer cette température, eh bien, en général, ce qu'on fait, ce sont des forages qu'on équipe de sondes thermiques. Donc là, vous avez un exemple d'un forage, d'un des 4 forages qu'on a maintenant à l'aiguille du Midi, qui est implanté ici dans la face nord-est. C'est un forage qui fait 10 mètres de profondeur et qu'on a équipé avec des sondes thermiques réparties entre 30 cm et 10 mètres. Donc là, vous avez une évolution en fait journalière de la température relevée dans ces forages. Donc on a 15 sondes thermiques et cette figure, en fait, c'est l'interpolation entre les températures relevées aux différentes profondeurs. Donc les aplats bleus sont les températures négatives, les aplats jaunes rouges sont des températures positives. Et là, vous avez une échelle de temps. Donc, les relevés ont commencé pour ce forage-là en avril 2010 jusqu'à la dernière relevée avant la canicule de cet été. Ce que l'on voit, eh bien, c'est que près de la surface, on a à chaque fois
une température positive qui pénètre chaque été. Donc, c'est ce qu'on appelle la couche active. C'est la couche qui est au-dessus du permafrost, puisque cette couche-là, subit des températures positives. Donc, on n'est pas vraiment dans le permafrost. Seulement, ce qu'on voit, c'est que cette couche active, elle s'approfondit d'une année sur l'autre. Donc, c'est pas linéaire, mais on a globalement un approfondissement que si on calibre une fonction linéaire dessus, on a pour ce forage-là un approfondissement de 1,50 m en 10 mètres. Donc, ce premier mécanisme qui est l'approfondissement de la couche active, donc qui grignote sur la profondeur du permafrost qui est en dessous, eh bien, c'est un premier mécanisme de dégradation du permafrost. On a un second mécanisme de dégradation du permafrost qui est l'élévation de la température à 10 mètres, enfin, au sein du permafrost. Donc, si on regarde ici à 10 mètres, on voit que cet aplat bleu foncé ici, qui représente moins 4 degrés Celsius, eh bien, on ne le retrouve plus à partir, par exemple, de 2018 et qui remonte. Et là, à 10 mètres de profondeur, sur 10 ans, on a enregistré un réchauffement de 1 degré Celsius. Et donc, le réchauffement, un des réchauffements les plus importants relevés à l'échelle planétaire, puisqu'on a des forages dans de nombreux terrains, notamment en Arctique, en Sibérie, au Canada. Et il y a qu'au Svalbard, dans des terrains rocheux, qu'on observe un réchauffement assez marqué. Sinon, eh bien, c'est ici à l'aiguille des Midi ou alors sur quelques forages en Suisse. Chose intéressante, j'y reviendrai après, mais quand on regarde le maximum de couche active, donc la profondeur où on observe le maximum de température, enfin la profondeur maximale à laquelle on observe une température positive, ce maximum, il survient généralement entre fin juillet et mi-septembre. Pour ce forage-là, ça peut aller jusqu'en novembre en phase humide. C'est-à-dire que le maximum de dégel, il se produit pour certains forages actuellement, alors que la surface est en train de regeler. Autre point intéressant, c'est que le maximum de température à 10 mètres de profondeur, même si on est toujours dans une température négative, lui survient entre janvier et mars. Donc, c'est au cours de l'hiver qui fait le plus chaud à 10 mètres de profondeur. On peut passer à la slide suivante. J'y reviendrai quand je vous présenterai ensuite quand est-ce qu'on observe des écroulements. En tout cas, donc nous, on observe bien une dégradation du permafrost et les hypothèses sur lesquelles on travaille, eh bien, pour lier cette dégradation du permafrost aux écroulements, et qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être provoqués par la dégradation du permafrost. Le premier mécanisme, c'est le réchauffement global, sans pour autant qu'il y ait de dégel ou de fond de la glace. Ce réchauffement global, on sait à partir d'études en laboratoire qu'il altère les propriétés mécaniques de la roche intacte, qu'il altère les propriétés mécaniques de joints de glace qu'on peut retrouver dans les fractures. Et donc, on a, si réchauffement, déjà une baisse de la résistance au cisaillement de ces joints de glace, par exemple. Si cette glace qui est contenue dans les fractures qu'on trouve souvent dans les niches d'arrachement d'écoulement, comme l'a présenté Benjamin, si elle vient à fondre, on a une perte de lien entre la roche et la glace. Et puis, si cette glace vient à fondre, on a aussi une redistribution des volumes du versant. Et tous ces mécanismes-là, ça peut aller aussi avec l'ouverture des fractures, comme observe Benjamin. Eh bien, ça peut, à terme, soit modifier la répartition des volumes rocheux ou alors carrément déclencher des écroulements. On a un autre phénomène, un autre mécanisme qu'on a plus de mal à étudier, c'est ceux qui sont liés aux infiltrations et à la circulation d'eau dans les fractures. On observe souvent de l'orexie dans les niches d'arrachement et cette eau, elle vient soit des pluies, qui d'ailleurs augmentent, enfin, dans la limite, pluie neige augmente en altitude avec le réchauffement climatique. Elle peut venir aussi de la fonte de la neige au printemps, d'été. Elle peut venir aussi de la fonte des glaciers ou même de la fonte de cette glace-là qui ensuite va circuler en profondeur. Et cette eau, elle peut créer des pressions hydrostatiques. Elle peut aussi éroder ces joints de glace. Et donc là, on perd encore du lien entre la roche et la glace. Donc ça, c'est l'ensemble des mécanismes que l'on suppose être à l'origine des écroulements rocheux et sur lesquels on travaille. Maintenant, je veux bien passer à la slide suivante. Maintenant, pour travailler, valider ces hypothèses, on a déjà des observations systématiques d'écroulement qui ont été faites. Donc ça, c'est les travaux qu'a mené Ludovic Ravanel dans le massif du Mont-Blanc. Vous avez ici un résumé de cette base de données qui a été mise à jour très récemment. Et donc, c'est une de nos étudiantes qui était en stage cet été qui a mis en forme l'ensemble de cette base de données. Et on voit ici le nombre d'écroulements par année, donc ils sont inventoriés systématiquement depuis 2007 en fonction de la température estivale. Donc on voit que les années où il a fait très chaud, comme en 2018 ou 2019, sont les étés où on a eu le plus d'écroulements, enfin les années où on a le plus d'écroulements. Et les années, du moins les étés qui ont été plus froids, comme 2014 ou 2008, sont des années où on a eu moins d'écroulements. Et maintenant, quand on regarde comment ces écroulements sont répartis au cours de l'année, eh bien, le maximum se trouve pendant la période de dégel, en été, avec un pic en août,
Et là, je reviens sur ce que je vous disais avant, c'est que ce pic en août, il ne correspond pas forcément au maximum de dégel saisonnier, puisque dans de nombreuses phases, c'est maintenant qu'on a le maximum de dégel saisonnier. Donc, il y a un effet accélérateur qu'on suppose, et qui peut-être justement ces infiltrations d'eau, ou cette eau qui circule en profondeur, qui va venir localement accélérer la dégradation du permafrost et provoquer ces écroulements au maximum de chaleur estivale. Je vais passer à la slide suivante. Donc maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on se rend bien compte et on a bien des évidences comme quoi la dégradation du permafrost est à l'origine d'écroulements rocheux. On voit que ces écroulements rocheux surviennent pendant les périodes chaudes. Maintenant, si on veut essayer d'estimer les secteurs qui pourraient être les plus à risque, eh bien, la première chose que l'on a à faire, c'est déjà d'essayer de cartographier le permafrost. Parce que, comme je vous disais, c'est invisible. Donc, c'est pas comme les glaciers, par exemple. Donc, je vais utiliser des images satellites. Donc, pour cartographier ce permafrost, la seule solution que l'on a, c'est d'essayer de modéliser cette température. Donc, on modélise la température des versants à partir de différentes méthodes, mais la méthode la plus simple et la plus utilisée sont des modèles statistiques, des modèles très simples de régression linéaire multiple qu'on calibre à partir de mesures de température. Donc, ces températures, on les prend avec des capteurs qu'on installe en paroi dans différentes altitudes, différentes expositions. Donc là, c'est un enregistreur qui enregistre des données de température à temps horaire qui est relié à une sonde thermique qui est implantée à une dizaine de centimètres de profondeur. On enregistre la température à temps horaire pendant plusieurs années. Ensuite, on fait des moyennes annuelles de la température de la surface ou de la proche surface que l'on met en relation avec la température de l'air et le rayonnement solaire. Globalement, sur cette figure, on voit que la différence entre la température de surface et la température de l'air, donc ici, elle est de 10 degrés, c'est-à-dire que la surface est 10 degrés plus chaude que celle de l'air, et que la température de l'air, et on est typiquement dans des phases où le rayonnement solaire est le plus important, donc c'est les phases sud, ici dans les Alpes, et ici on est plutôt dans les phases nord où la température de surface est plus proche de celle de l'air. Avec ce genre de données-là, ensuite, eh bien, on calibre des modèles statistiques simples qu'on va utiliser pour cartographier ensuite la température de surface. Et à partir de l'interprétation du modèle, on peut ensuite calculer des probabilités de présence de permafrost. Actuellement, on a un modèle qui a été calibré pour l'ensemble des Alpes européennes, qui est le modèle le plus robuste. On a déjà essayé avec les données qu'on avait, mais pour l'instant, on n'a pas de modèle qui soit plus robuste que celui-ci. Et il propose une limite attitudinale du permafrost aux alentours de 2500, 2800 mètres pour les faces nord et 3500, 3800 mètres pour les faces sud. Cette limite, elle est un peu floue, elle n'est pas stricte, ça dépend des conditions locales d'enneigement, de fracturation, etc. Actuellement, on a implanté un tas d'autres loggers comme celui-ci dans les Alpes françaises pour pouvoir recalibrer ce modèle. Donc, on a implanté ces loggers sur un profil latitudinal à différentes altitudes d'exposition. Et on va pouvoir recalibrer un modèle qui soit un peu plus précis pour les Alpes françaises. Voilà. Maintenant, du coup, je vais passer la parole à Maëva qui va vous présenter ce qu'on peut faire avec ces inventaires d'écroulement et ces genres de cartes pour essayer d'anticiper les secteurs à risque. Tu commences. Du coup, voilà, moi je vais vous parler un petit peu des travaux qu'on mène pour essayer d'anticiper les risques qui sont liés à la dégradation du permafrost, les risques et aléas tels que les écroulements rocheux. Les questions un peu auxquelles on essaie de répondre, c'est dans quelles conditions est-ce que les écroulements rocheux peuvent se déclencher, où est-ce que ça peut se déclencher, et si quelque chose se déclenche, jusqu'où est-ce que ça peut se propager. Et donc, pour répondre un peu à tout ça, Florence, elle m'a déjà un peu introduit, on utilise l'inventaire d'écroulements rocheux qui a été réalisé par Ludo Ravamel dans le massif du Mont-Blanc. Donc, c'est un inventaire qui est quand même assez conséquent. Il y a plus de 1300 écroulements rocheux qui ont été observés entre 2007 et 2021. Donc, c'est assez énorme. Et donc, on va croiser ces écroulements rocheux-là avec les cartes de permafrost que Florence a présentées juste avant, pour essayer de voir dans quelles conditions de température les écroulements rocheux se déclenchent. Et ce qu'on peut voir donc, dans ce graphique-là, c'est qu'on a des écroulements rocheux qui se déclenchent principalement dans des gammes de températures. Donc, c'est des températures moyennes annuelles en surface de la roche, entre -4 et 2 degrés pour une majorité des écroulements rocheux. Et puis, on a aussi un pic du nombre d'écroulements rocheux qui se situe entre -2 et 0 degrés Celsius. Donc, avec ces observations-là, on peut passer à la question suivante. Avec ces observations-là, en fait,
on essaye de savoir où est-ce que les écoulements rocheux peuvent se déclencher et on peut faire notamment grâce aux cartes de température de surface. Et donc, on part de l'analyse de la base de données dans le massif du Mont Blanc. On vient sélectionner, donc là, en l'occurrence, c'est toutes les parois qui sont supérieures, enfin, qui ont des pentes supérieures à 30 degrés. C'est avec un modèle numérique de terrain qui a tendance à lisser un peu les pentes, donc ça correspond à 40 degrés en milieu naturel. Et puis, sur ces parois-là, on vient regarder un petit peu les températures de surface pour sélectionner les secteurs dans lesquels les écoulements rocheux peuvent se déclencher. Et à partir des observations et des analyses qu'on a faites, on a pu établir 3 scénarios pour déterminer les secteurs qui sont potentiellement instables dans les Alpes françaises. Et donc, le premier scénario, il va conserver en fait un maximum de parois dans lesquelles des écoulements rocheux peuvent se déclencher. On a un scénario moyen qui concerne en fait les parois entre -4 et 2 degrés Celsius. Donc c'est là où il y a la majorité des écoulements rocheux qui se déclenchent. Et puis après, on a un scénario avec seulement les parois les plus actives. Donc c'est entre -2 et 0 degrés. C'est là où il y a le pic du nombre d'écoulements rocheux dont j'ai parlé dans la salle. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir une cartographie à l'échelle des Alpes françaises des secteurs qui, en tout cas, rassemblent les conditions pour qu'un écoulement rocheux puisse se déclencher. Et donc, à partir de ces zones de départ, maintenant, la question, c'est si quelque chose se déclenche là-dedans, jusqu'où est-ce que ça peut aller et est-ce que ça peut impacter des activités humaines. Et donc, pour ça, on utilise un modèle de propagation des écoulements rocheux qui fonctionne également à l'échelle régionale, donc il doit fonctionner avec des critères de trajectoire très simples pour que ça puisse tourner à cette échelle-là. Donc, comme données en entrée du modèle, on a le modèle numérique de terrain pour calculer les pentes, entre autres, et les zones de départ avec les 3 scénarios dont je vous ai parlé juste avant. Et les principes du modèle, ils sont très simples. En fait, ça utilise la pente comme critère d'arrêt, parce que quand il n'y a pas de pente, ça ne peut pas aller plus loin. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça fonctionne notamment avec l'angle de ligne d'énergie. Donc, ça donne en fait une idée du ratio entre la hauteur de chute de l'écoulement et la longueur sur laquelle il se propage. Et donc, le modèle, il sort des cartes de ce type-là, qui sont en fait des cartes des secteurs qui pourraient être atteints par des écoulements rocheux, évidemment si quelque chose venait à se déclencher à l'amont. Donc, avec une probabilité d'atteinte en pourcentage pour les secteurs qui sont concernés. Donc voilà, les perspectives un peu de ce travail, ça va être maintenant de croiser les secteurs qui pourraient être atteints par des écoulements rocheux avec les enjeux humains, que ce soit les itinéraires d'alpinisme, les infrastructures en montagne, les refuges, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un premier travail à l'échelle régionale pour sélectionner des secteurs qui pourraient présenter des risques, mais évidemment, il faut mener des études beaucoup plus approfondies dans ces secteurs-là pour avoir une vraie idée du risque. Et puis, dans une perspective d'anticipation des risques à venir, on peut aussi parler des aléas en cascade, parce que quand on a des écroulements rocheux, ça peut aussi engendrer d'autres aléas qui se propagent très loin en fond d'allée, notamment quand un écroulement rocheux tombe dans un lac, ça peut engendrer une vague qui viendrait submerger le barrage du lac, entraîner des lattes torrentielles assez destructrices à l'aval. Donc c'est quelque chose qui, heureusement, n'arrive pas très souvent dans nos Alpes. Mais ça arrive dans d'autres massifs, comme en Himalaya, dans les Andes, c'est un aléa qui est relativement surveillé. Et on pourrait imaginer qu'avec le retrait glaciaire, il y a des lacs qui pourraient se former dans les suites creusements au fond des glaciers qui se retirent. Et ces lacs qui se trouvent dans des environnements qui sont par nature instables, sous des parois qui sont potentiellement instables. Et donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient aussi représenter ce type de risque. Donc voilà un petit peu pour les travaux qu'on fait. Oui, la conclusion de cette présentation, c'est que d'une part, on a bien des aléas qui sont plus fréquents, c'est observé, c'est même quantifié. On a donc des activités socio-professionnelles qui sont impactées, ça Benjamin nous l'a présenté, et ça revient très fréquemment de la part des guides, et c'est aussi étudié notamment par Jacques Mouret pour le massif du Mont Blanc et d'autres massifs que les Alpes européennes. À l'heure actuelle, donc, faut garder en tête que l'étude du permafrost de parois, c'est une science qui est quand même relativement jeune. Donc, à l'heure actuelle, on a déjà des inventaires d'écroulement systématiques, des cartes de permafrost qui nous permettent déjà d'anticiper là où les aléas pourraient se produire. C'est ce que fait Maeva.
On a d'autres travaux qui sont en cours, qu'on ne peut pas présenter parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas faire le tour de tout. Mais on peut y revenir pour les questions, si vous voulez, qui sont plutôt orientés sur essayer de mieux comprendre les mécanismes physiques, les mécanismes mécaniques, du coup, à l'origine des écroulements. Et d'autres travaux, toujours à l'aide de modélisation statistique, pour essayer de comprendre quand les écroulements sont plus susceptibles de se produire. Voilà pour les conclusions. Merci.